Bonjour à tous. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui un cours en ligne puisque nous n'aurons pas le temps de traiter en classe ce dernier chapitre de l'année afin que vous soyez préparés au brevet au cas où ce sujet devrait tomber. Donc il s'agira d'un cours à écouter en format vidéo à partir d'un diaporama, un peu comme ce qu'on fait en classe, plus un cours à recopier dans votre cahier ou en tout cas à imprimer. Et enfin, quelques questions pour vous aider à réactiver tout ce que vous aurez appris et mieux mémoriser ce chapitre. Voilà, donc il s'intitule « Françaises et Français dans une République repensée ». Alors, pourquoi faut-il repenser la République française? Eh bien, nous en étions restés pour la France à la situation qui est la sienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on avait déjà étudié ce document qui montre la situation en juin 1940, où, vous le savez, la France a perdu lors de la Seconde Guerre mondiale face à la Wehrmacht, à l'armée allemande, qui peut défiler triomphalement sur les Champs-Élysées. Suite à cela, deux attitudes s'opposent, aussi ce sont des rappels. Vous avez le maréchal Pétain qui prend la tête de ce qu'on a appelé l'État français, donc une dictature qui sera en collaboration étroite avec l'Allemagne nazie. Et puis l'attitude de résistance, qui est celle notamment du général de Gaulle, réfugié à Londres, et des résistants français sur le sol national. Donc la question qu'on va se poser dans ce cours, c'est comment est-ce qu'on passe de cette situation, avec le maréchal Pétain qui gouverne, à le rétablissement finalement de la République après la Seconde Guerre mondiale. On va mettre en parallèle cette photographie que vous connaissez avec une autre photographie qui a été prise, celle-ci, en août 1944. Alors, on y observe, ce qui est intéressant, à l'arrière-plan, vous avez des deux côtés le même décor avec l'Arc de Triomphe, donc on est bien sur les Champs-Élysées, à Paris. L'armée allemande est remplacée par une foule avec des militaires. On voit des hommes en uniforme, et ici on devine un char sur lequel sont perchés des soldats. Donc nous avons des militaires, mais nous avons aussi des hommes qui sont en civil, et ils défilent sur ces Champs-Élysées. Vous reconnaissez sans doute ce personnage, il s'agit de Charles de Gaulle, qui a mené la résistance française, et notamment la France libre, depuis le Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce que ça montre s'il est capable de défiler triomphalement sur les Champs-Élysées? Eh bien que les Alliés ont gagné la guerre et qu'ils peuvent libérer Paris. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le général de Gaulle est présenté par cette photographie. Et il devance les autres qui défilent, il est dans une position centrale. Bref, il apparaît comme un chef naturel, un leader naturel, peut-être un président naturel. En tout cas, clairement, de par son rôle pendant la guerre, il apparaît comme la figure politique majeure qui va s'imposer juste après-guerre. Alors, voici un texte qu'il faut présenter, comme tous les textes. Il s'agit de l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République française. Et ce texte est daté du 9 août 1944. Alors, ordonnance, c'est un texte de loi, ça vient du mot ordre, il n'y a rien à voir avec les médecins. Donc c'est un texte de loi qui est publié, vous voyez, au même moment où il y a ce défilé sur les Champs-Élysées, donc juste après la libération de la France, de Paris et de la France. Alors, ce texte de loi, il est signé du gouvernement provisoire de la République française. Provisoire, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que ce gouvernement n'a pas vocation à gouverner pendant une période indéfinie. Il va être là pendant un certain temps. Quel temps? Eh bien, celui nécessaire à rétablir des institutions et des élections normales. Dans un premier temps, on ne peut pas tout de suite organiser des élections. Donc, un gouvernement va se mettre en place, dirigé par le général de Gaulle, pour rétablir la France, rétablir la République. Alors, on va lire ce texte ensemble. Le régime de Vichy déclaré illégal. L'ordonnance a pour but immédiat de libérer le pays de la réglementation d'inspiration ennemie qui l'étouffait. La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister.
sont en conséquence nuls et de nul effet. Tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Alors, quelques points à peut-être éclaircir quand on parle de la réglementation d'inspiration ennemie. Bien sûr, l'ennemi qui est évoqué, c'est l'Allemagne nazie. D'inspiration ennemie, eh bien, c'est par exemple toutes les lois qui mettaient les Juifs en dehors de la société, toutes celles qui consistaient à collaborer activement avec l'Allemagne. Tout cela, toutes ces lois, elles sont considérées comme étouffantes et on doit les supprimer immédiatement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la République en droit n'a pas cessé d'exister. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le gouvernement provisoire considère le régime de Vichy comme une parenthèse qui n'exprimait pas finalement le désir des Français et que la vraie République, elle a continué à exister, mais à l'étranger, hors du territoire continental, c'est-à-dire au Royaume-Uni et dans les colonies qui étaient ralliées au général de Gaulle. Donc toutes les lois qui ont été faites pendant cette période sont nulles et de nul effet. Donc on abroge tout ce qui a été voté et décidé pendant le gouvernement de Vichy, pendant le gouvernement du maréchal Pétain. Suite à cela, suite à la libération de la France, va se produire ce qu'on appelle un mouvement d'épuration. Alors, épuration, ça veut dire que l'on s'est emprunté au domaine de l'hygiène médicale, on va purger, on va enlever ce qui rend malade ou ce qui rend sale. Et donc ce vocabulaire il est employé pour parler du fait qu'on va en fait soutirer tout ce qui existait en France de collaboration, de collaborateurs, etc. Alors ça prend différentes formes. Tout d'abord une épuration spontanée, c'est-à-dire que les résistants notamment ou d'autres Français vont s'en prendre à ceux accusés d'avoir collaboré activement avec le maréchal Pétain ou avec l'Allemagne nazie. Et donc, par exemple, nous avons des scènes comme celle-ci, où l'on voit des membres sans doute de la résistance, puisqu'ils sont armés mais ils n'ont pas d'uniforme officiel, ils sont habillés en civil. Autour, une foule qui est venue observer, il y a des enfants qui sont devant, donc vraiment on veut donner un exemple ici, et une femme à qui on est en train de couper les cheveux, en train de tondre, avec un panneau « Honte à ces femmes amoureuses du mark ». Le mark, c'est la monnaie allemande. Donc de quoi est accusée cette femme? C'est d'avoir eu des relations amoureuses ou sexuelles avec les Allemands, et on l'accuse de l'avoir fait pour l'argent. Voilà. Donc entre 1944 et 1945, ce que précise le document, c'est qu'il y a environ 20 000 femmes qu'on a accusées d'avoir été comme ça trop proches des Allemands et qu'on a tondues. C'est un aspect de l'épuration qui a pris de nombreuses formes. Il y a eu notamment des exécutions. Alors, dans un premier temps, c'est une épuration spontanée, ça veut dire que les résistants vont le faire sans tribunaux, de façon directe, ils vont exécuter certaines personnes, ils vont tondre des femmes, etc. Donc ça, c'est vraiment spontané, c'est directement sans organisation de la part de l'État. Et puis, petit à petit, on va avoir une épuration légale qui va se mettre en place. Tout simplement, on va condamner par des tribunaux tous ceux qui ont collaboré avec l'occupant ennemi. Donc ça va être des peines de travaux forcés, des peines de mort, pas beaucoup, vous voyez, de peines de mort, mais quand même un certain nombre, des peines de prison et la dégradation nationale, c'est-à-dire le fait de perdre tous ses droits civiques. Quand on a collaboré, on va avoir par exemple l'interdiction de voter, d'être éligible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se présenter à une élection, et on va être exclu de certaines professions, notamment de la fonction publique, donc on ne pourra pas devenir policier, professeur, agent des impôts ou quoi que ce soit. On ne pourra faire qu'un travail dans le domaine privé. Le plus retentissant de tous ces procès, c'est évidemment celui du maréchal Pétain, qui ne meurt pas pendant la Seconde Guerre mondiale, il survit à cette période, il est arrêté et il est jugé. Il est jugé par une haute cour de justice qui est créée en 1944, et lui est jugé rapidement en août 1945, donc cela fait à peu près un an qu'il a perdu le pouvoir.
Donc le texte qu'on va voir, c'est en fait un témoignage de quelqu'un qui a assisté au procès et qui a été publié en 1995, donc bien après les événements qu'il décrit. Donc on a plus les impressions d'un témoin, d'un personnage. Donc je vous le lis également. Dimanche 12 août, le réquisitoire. Le procureur reprend rapidement tous les griefs qu'il vient d'étudier. Armistice conclu dans la honte, abus de confiance à l'égard de la nation, acceptation définitive de la défaite, servilité à l'égard de l'Allemagne, guerre sournoise contre l'Angleterre, persécution. Le gouvernement n'a pu se maintenir pendant 4 ans qu'en collaborant dans tous les domaines avec la politique d'Hitler. Cela, c'est la trahison. 150 000 otages fusillés, 750 000 déportés du travail, la flotte détruite, 110 000 déportés politiques, 120 000 déportés raciaux. Pendant 4 ans, cette politique a failli nous déshonorer. Elle a jeté le doute sur l'honneur de la France. Pour cela, il n'y a qu'une peine, la plus haute de celles prévues par la loi, et le procureur général Mornay requiert la peine de mort contre celui qui fut le maréchal Pétain. Voilà, donc je pense que le texte est assez clair, peut-être servilité, ce qui est servile, ça vient du mot esclave en latin, donc une attitude de quelqu'un qui se soumet complètement, qui accepte complètement les ordres. Je pense que le reste est assez clair, quand il parle de déportés raciaux, on est bien sûr des juifs français qui ont été livrés aux Allemands et qui ont été envoyés en Allemagne dans les camps de concentration et dans les centres de mise à mort, donc à Auschwitz pour les déportés français qui sont morts là-bas. Donc ils récapitulent tout ce qu'on reproche au maréchal Pétain et considèrent que c'est de la trahison d'avoir collaboré ainsi avec l'ennemi. La peine prononcée est la peine de mort, donc puisqu'elle est encore en cours à ce moment-là en France. Alors il ne sera pas exécuté, le maréchal Pétain, puisque De Gaulle va transformer cette peine de mort en détention à perpétuité, en prison à vie, parce qu'il va avoir un certain égard pour ce qu'il était avant de prendre le pouvoir, c'est-à-dire le héros de la guerre de 14-18, puisque Pétain, c'est un de ces généraux qui a permis la victoire française en 14-18, et donc, par respect pour cela, il décide de ne pas l'exécuter, de le garder en détention. Mais symboliquement, c'est très fort, cette condamnation à mort, puisque donc, on rompt complètement avec cette politique qui a eu lieu pendant 4 ans. Donc, il y aura 3 points que vous devrez retenir pour cette première partie. Comment la République est-elle rétablie après la Seconde Guerre mondiale? D'abord, la France est libérée grâce au débarquement allié et à l'action de la résistance. Je vous renvoie au chapitre sur ce point. Ensuite, un gouvernement provisoire de la République française, le GRPF, dirigé par De Gaulle, est mis en place. Il rétablit la République et la démocratie. Et enfin, une politique d'épuration spontanée puis légale, c'est-à-dire que l'on va écarter du pouvoir et juger et condamner ceux qui ont collaboré pendant la guerre. Bien, alors maintenant que nous savons comment la République est rétablie après la Seconde Guerre mondiale, on va se demander quelle est cette nouvelle République qui est mise en place. Qu'est-ce qu'elle va décider? Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Cette République nouvelle, elle va se baser sur des textes et des décisions qui ont été prises finalement avant même la libération. Vous avez ici un texte qui est daté du 15 mars 1944 et qui émane du Conseil national de la résistance. Le 15 mars 1944, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas encore eu les débarquements de Normandie et de Provence. La France n'est pas libérée, la France est toujours sous le contrôle de l'armée d'occupation allemande. Et donc, c'est un projet qui est présenté. Un projet donc rédigé par les membres du Conseil national de la résistance. Dans ce conseil, on va trouver des partisans de De Gaulle, mais aussi des représentants de différentes tendances politiques, et notamment un grand nombre de communistes, puisque après l'invasion de l'URSS par l'armée allemande en juin 1941, donc l'opération Barbarossa, de nombreux communistes français avaient rejoint les rangs de la résistance. Alors on va lire ce programme, et on va voir ensuite comment est-ce qu'il est appliqué une fois que la libération arrive.
Les représentants des mouvements groupés au sein du CNR proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération, afin d'assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, afin de promouvoir des réformes indispensables sur le plan économique, intensification de la production nationale, le retour à la nation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Sur le plan social, le droit au travail et le droit au repos. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Alors, plusieurs points intéressants dans ce texte. D'abord, le fait que le CNR permet de rester unis après la libération. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté les divergences politiques pour remettre la France debout une fois qu'elle sera libérée. C'est dans le projet initial. Et ça va être le cas puisque dans le gouvernement provisoire de la République française, on va trouver différentes tendances politiques, de Gaulle, qu'on pourrait classer plutôt à droite conservatrice, jusqu'aux communistes. Donc ils vont être ensemble pour mettre en place ce projet qu'ils ont décidé. Alors l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, ça fait référence notamment aux lois de Vichy qui mettaient les juifs en dehors de la société, mais on verra que ça va aussi intégrer au rang de citoyens des personnes qui jusque-là en étaient exclues, même avant le régime de Vichy, on verra ça tout à l'heure. Les réformes indispensables proposées, c'est intéressant, c'est le retour à la nation, la nationalisation des grands moyens de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va remettre en commun les moyens de production. Ça devrait vous évoquer quelque chose. Ça, c'est un programme communiste. C'est-à-dire que les moyens de production sont mis en commun, ne sont plus l'objet d'une propriété privée. Alors, ça ne sera pas un programme complètement communiste, puisque ça ne va pas être dans tous les secteurs et toutes les industries et tous les moyens de production, mais uniquement ceux considérés comme stratégiques, indispensables. L'énergie, la mine, l'assurance et la banque, les grandes structures. C'est intéressant. Pourquoi et dans quel but? Eh bien, intensifier la production nationale. Pourquoi a-t-on besoin d'intensifier la production nationale? Eh bien, parce que la France a été, comme une grande partie de l'Europe, en partie détruite par les effets de la guerre. Il faut faire la reconstruction. Et tout ça, ça va demander d'énormes moyens. Sur le plan social, là aussi, on a un programme qui s'inspire beaucoup de ce qui a eu lieu notamment lors du Front populaire en 1936, le droit au repos, qui a fait explicitement référence à l'instauration des congés payés en 1936, vous vous rappelez, et puis au fait de donner des droits aux travailleurs pour limiter la journée de travail, le temps de travail, et pour leur accorder un repos et des vacances. La sécurité sociale, assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, de survie, de vie, dans tous les cas où ils seront incapables de se le procurer par le travail. C'est l'idée qu'on va mettre en place une sorte d'assurance commune, nationale, pour garantir tous les citoyens au cas où ils se trouvent dans l'incapacité de travailler pour subvenir à leurs besoins. Tout cela, toutes ces réformes vont être mises en place à partir du moment où la France est libérée par le gouvernement provisoire. Donc, par exemple, ici vous avez une affiche publicitaire, de plus en plus de véhicules Renault dans les rues, et on voit à la fois des bus, des voitures, des camionnettes, des camions, etc. Ce qui est intéressant, c'est la phrase qui est en bas de cette affiche, de 1947. La Régie nationale des usines Renault a bien travaillé depuis 2 ans. On retrouve le mot national comme dans le retour à la nation, les nationalisations. Ça signifie que l'entreprise Renault n'est plus une entreprise privée, c'est une entreprise publique. C'est l'État qui la possède. Alors comment ça s'explique? Eh bien là, on ne peut pas le voir sur l'affiche, c'est expliqué en plus. Le grand industriel Louis Renault a été accusé de collaboration en 1944. Son entreprise a été nationalisée, c'est-à-dire que la propriété lui en a été retirée et c'est devenu une entreprise nationale qui va permettre de reprendre une production intensive de véhicules dans un contexte de reconstruction. Et la sécurité sociale va également être créée en 1945. Alors cette affiche, on voit sécurité sociale au centre de l'affiche, tous solidaires, tous bénéficiaires, avec 2 bras.
Un bras qui a l'air fort, puissant, plein de vie, et un bras malade, pâle, avec une blessure. Et on voit une transfusion sanguine, hein, on voit un sorte de tuyau là qui relie le bras sain au bras faible, hein, qui est en plus soutenu par cette main. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, c'est que ceux qui sont en bonne santé, en âge de travailler, voilà, qui peuvent subvenir à leurs besoins, eh bien, ils vont cotiser une partie de leurs revenus. Et cela va aider ceux qui sont dans l'incapacité de travailler. Alors, dans plusieurs cas, hein, c'est ce qui existe aujourd'hui, hein, vous connaissez tous la sécurité sociale, vos parents ont une carte vitale, et vous savez que quand on va à l'hôpital ou chez le médecin, ou qu'on arrive à l'âge de la retraite, eh bien, on ne paye pas hein, pour cela. On a cotisé quand on pouvait travailler, et quand on ne peut pas, on reçoit. Le principe, c'est qu'on cotise en fonction de ses revenus, de ses moyens, et on reçoit en fonction de ses besoins. Voilà. Plus on est riche, plus on a un haut salaire et plus on cotise, et plus on a besoin, plus on est malade, etc., plus on touche. Voilà. Donc ce principe d'assurance sociale, de sécurité sociale, il va s'appliquer pour les arrêts maladie, pour les personnes pour handicap, pour les retraites, pour les congés maternité, etc. Toutes sortes de situations qui, avant ça, pouvaient conduire les gens dans la pauvreté, puisqu'ils ne pouvaient plus travailler pour subvenir à leurs besoins. Et enfin, tout à l'heure, je vous parlais de ces citoyens pour lesquels il fallait garantir une égalité parfaite. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de France, cela va aussi concerner les femmes. Une loi adoptée le 24 mars 1944 va accorder le droit de vote aux femmes qui vont donc devenir des citoyennes à part entière pour la première fois. Il faut savoir que le droit de vote des hommes, le suffrage universel masculin, il a été mis en place en 1848. Donc ça fait quasiment 100 ans que tous les hommes ont le droit de vote, mais aucune femme. Cette décision de leur accorder le droit de vote, elle vient de deux sources. Alors déjà, l'engagement des femmes depuis la Révolution française pour avoir le droit de s'impliquer dans la vie politique, pour avoir le droit de voter, notamment le mouvement des suffragettes hein, qui a lieu en France, mais aussi dans les autres pays démocratiques, où les femmes réclament, demandent à avoir les mêmes droits que les hommes et ne sont pas écoutées. Cela vient aussi de la période de guerre, puisque dans la résistance, il y a de nombreuses femmes qui s'impliquent, qui vont avoir un rôle, y compris de combattantes, et cela paraît indécent une fois la libération arrivée, que ces femmes n'obtiennent pas elles aussi le droit de participer à la vie publique. Donc en 1945, pour la première fois, le 21 octobre, des femmes peuvent se rendre au bureau de vote et voter comme des citoyennes à part entière. Donc que doit-on retenir? Quelle nouvelle république est mise en place? Eh bien, c'est le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, qui s'applique, élaboré avec des gaullistes, des soutiens de Gaulle, des socialistes et des communistes, qui est appliqué à la libération. Le droit de vote des femmes est décidé, on crée la sécurité sociale, un système public de protection sociale contre les risques de la vie. Donc en cas de maladie, d'accident, de vieillesse, de chômage, de maternité, on va pouvoir toucher de l'argent pour survenir à ses besoins. Et enfin, une intervention beaucoup plus grande de l'État dans l'économie, avec notamment des nationalisations dans certains secteurs clés, comme l'énergie, les transports ou la bouffe. Maintenant, au niveau politique, donc là c'est un exercice que je donnais des années où j'avais le temps de faire ce chapitre. Vous avez deux documents, d'un côté un organigramme qui montre le fonctionnement de la 4e République. Hein. Avant la guerre, c'est la 3e République, là on voit la 4e République, 1946-1958. Donc un organigramme qui montre le fonctionnement, et puis un extrait du préambule de la Constitution de 1946, donc le texte qui organise les pouvoirs, hein, le fonctionnement des pouvoirs dans un État. Alors, donc je vous laisse un petit peu regarder cet organigramme. Donc, vous avez les électeurs, femmes et hommes de plus de 21 ans. Les 18 ans, ça vient plus tard, on est majeur à 21 ans à cette époque. Ces électeurs élisent au suffrage universel direct l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale qui votent les lois, et ils élisent des conseillers généraux, ça c'est des départements, et des représentants des municipalités, des conseils municipaux et des maires, tous qui, eux, élisent le Conseil de la République, hein, qui est un organe qui donne des avis pour conseiller notamment le président de la République.
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République élisent le président de la République pour 7 ans. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ce n'est pas les citoyens qui élisent directement le président comme aujourd'hui. Les citoyens élisent les députés qui, eux, élisent le président de la République. Voilà. Le gouvernement, il est désigné par le président, mais l'Assemblée nationale peut renverser ce gouvernement s'il ne prend pas les décisions, s'il ne mène pas la politique qui est majoritaire à l'Assemblée. Quelques articles de loi de cette Constitution. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Toute entreprise dont l'exploitation a des caractères d'un service public national doit devenir la propriété de la collectivité. La nation assure à l'individu et à la famille des conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors, montrer que la 4e République est une démocratie, eh bien, on le voit parce que c'est bien les électeurs qui ont le pouvoir, qui votent pour des représentants, qui sont élus pour un temps limité, et donc ce sont les électeurs qui ont le pouvoir, c'est donc une démocratie. La loi est la même pour tous, là aussi, démocratie. Comment le président de la République est désigné, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas élu directement par le peuple, mais par les élus du peuple, donc c'est une élection indirecte. Dans la Constitution, on a des passages qui concernent la politique ou la démocratie, notamment tout ce qui est égalité entre femmes et hommes, égalité en fonction des origines, des opinions, des croyances, qui ne doivent pas entrer en ligne de compte pour travailler ou avoir un emploi, donc encore cette idée d'égalité. Mais ce qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant, c'est qu'il y a toute une dimension économique et sociale dans cette Constitution. Cela dit clairement que quand il y a un service public national, il faut que ce soit possédé par l'État, ce qui est nouveau, donc l'idée d'une nationalisation des services publics. Et il faut que l'État français garantisse à tous les citoyens qu'ils vont pouvoir vivre correctement et que s'ils ne peuvent pas travailler, eh bien, on leur garantit cela. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'histoire politique française, qu'on mette dans la Constitution, ce genre de choses. Donc à retenir, problème de diaporama, quelle nouvelle république est mise en place? Donc c'est la 4e République approuvée par référendum en 1946. C'est une démocratie parlementaire. Le président de la République est élu indirectement par les députés et les élus locaux. Et pour la première fois, la République prend une dimension sociale et économique dans la continuité du Front populaire qu'on avait déjà étudié. Voilà, c'est tout pour cette première partie de cours. Pour pas trop surcharger, ça fait déjà une demi-heure, on va arrêter là. Et il y aura une deuxième vidéo pour la suite du cours.